Bonjour, je m'appelle Rim, j'ai 21 ans, je viens du Maroc. Bonjour, je m'appelle Mélissa, je suis insaïenne, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 21 ans, je suis algérienne et je suis à l'INSA. Je m'appelle Camille, je viens de Marseille, j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle Jack, j'ai 21 ans et je suis étudiante en 4e année à l'INSA Centre-Val de Loire. Je suis vietnamienne. Bonjour, je m'appelle Rim, je suis étudiante en école d'ingénieur en 4e année ISA Centre Val de Loire. Je fais un parcours scolaire assez normal. J'ai décroché mon bac au Maroc, option S option mathématiques. J'ai fait mes 2 années de classe préparatoire MP maths physique au Maroc aussi. Et après, j'ai intégré en 3e année l'INSA en option génie des systèmes industriels. Je pense à faire ma carrière dans le domaine de la qualité. Je ne suis pas encore sûre, mais c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. Dans mon parcours scolaire, les filles ont été assez présentes. Depuis que j'ai choisi l'option S, on était la moitié, je crois. Après, c'était la même chose en classe préparatoire. Les filles ont été assez présentes. Et en fait, le choc, c'était quand j'ai intégré l'école d'ingénieur. Quand j'ai intégré l'INSA, j'ai remarqué qu'on était vraiment minoritaire comparé aux garçons. Et qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui choisissaient en fin de compte de continuer leur carrière dans des domaines purement scientifiques et techniques. Pour les salaires, la différence de salaire m'a énormément choquée. C'était pas quelque chose que je voyais dans mon pays. Il faut savoir qu'au Maroc, la femme touche comme l'homme et qu'il n'y a pas cette différence. C'est juste en venant en France que j'ai entendu parler de ça. Et pour moi, c'est tellement injuste qu'une femme peut toucher moins que l'homme juste parce qu'elle est une femme, juste parce que de naissance, elle avait un sexe féminin. Ça m'a tellement choquée et ça m'a bouleversée en même temps. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment la société, déjà, elle oriente la carrière de la femme comme elle veut. Et après, même pour les salaires, elle lui donne pas son droit. C'était pour moi assez choquant et inadmissible en même temps. Alors, est-ce que j'ai hésité? Même pas pour une seconde. Depuis que j'ai ma vocation dans ce domaine, je poursuis mes études normalement. Et je ne vois pas pourquoi je peux m'arrêter, ni changer de carrière. Le fait que j'ai intégré une école d'ingénieur m'a fait repenser et changer d'idée. Au début, je voyais la femme ingénieure comme une femme normale, comme être docteur, que c'était un métier normal comme d'autres. Mais une fois dans le bain, j'ai remarqué que c'était pas la même chose, que c'était un parcours de combattante, qu'il fallait résister à la société qui essaie en fait de changer, de orienter ta carrière selon ton sexe. Parce que t'es femme, tu dois pas intégrer un milieu d'hommes, parce que la société elle considère que c'est un milieu d'hommes, que c'est un domaine que pour les hommes. Ce que je veux dire aujourd'hui aux filles, c'est oser. Oser. Tentez le tout pour le tout. Faites ce que vous voulez, ce que vous sentez, ce qui représente votre vocation. Et ne faites pas attention à ce que la société pense. Bonjour, je m'appelle Mélissa, je suis guadeloupéenne, je suis actuellement scolarisée à l'INSA et j'ai 20 ans.
Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même dynamique. On était 13 filles sur une classe de 44, donc imaginez le nombre de garçons. Mais ça nous a plus rapprochés qu'autre chose. Je ne me sentais pas si seule que ça. Après, j'ai donc passé le concours pour intégrer l'INSA. Et là encore, lorsque je suis arrivée, la première promotion, il n'y avait pas beaucoup de filles. Dans ma classe, on était à peu près 28 et on était 6 filles. Mais j'étais habituée, donc ça ne m'a pas choquée. Je disais mes projets, lorsque je voulais faire des choses, c'était compliqué parce qu'on me disait oui, tu vas dans un monde d'hommes, tu vas te faire violer. Non, je ne vais pas te suivre là parce que c'est compliqué. Va dans l'administration, ça c'est un métier pour les filles. J'ai vécu tout ça et puis je pense que ça a été une force parce qu'à la fin on a envie de prouver que oui c'est possible, que c'est pas quelque chose d'insurmontable. Si en quelques mots je devrais dire quelque chose aux filles guadeloupéennes et même à toutes les filles en fait, c'est de ne pas se laisser impressionner, d'y aller, de foncer. Je dirais pas tête baissée mais de foncer en mesurant la taille des risques qu'elles prennent et d'affirmer leur caractère parce que peu importe ce qu'il arrive, on les verra. Il vaut mieux qu'on les voit en bien plutôt qu'on les voit en tant que juste femmes. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 21 ans et je suis algérienne. J'ai passé mon bac S-Math à Constantine en Algérie. Ensuite, je suis venue ici en France où j'ai fait une prépa scientifique à Saint-Germain-en-Laye en région parisienne pour intégrer l'INSA Centre-Val de Loire à Blois. Pour le sexisme, je ne l'ai pas vraiment ressenti en Algérie. Au contraire, le nombre de filles était beaucoup plus important que celui des garçons. Contrairement en prépa, où les filles étaient beaucoup moins nombreuses que les garçons. Mais c'était pas un problème parce que c'était une fille qui majorait et ça a créé une solidarité féminine entre nous. Ensuite, j'ai intégré l'INSA Centre-Val de Loire. Le nombre de filles est comme en prépa, mais ça se ressent moins parce que les gens ils sont mûrs. Pour les entreprises algériennes, la femme elle atteint les postes d'importants. Il y a pas mal de jeunes femmes ingénieures dans les entreprises, elles osent, elles s'imposent, il n'y a pas de différence de salaire. Elles ont leur congé de maternité payé, elles ont des primes de rendement. Le problème c'est beaucoup plus dehors, le sexisme se sent dans les rues algériennes et pas au sein des entreprises. Certes, il y a quelques cas d'harcèlement, mais le problème est vite réglé si elles le dénoncent. Je trouve ça dommage pour les entreprises françaises parce que, d'après ce que je vois, ce sont les filles qui s'en sortent le mieux, que ce soit en prépa ou en école d'ingénieur. Et je ne comprends pas pourquoi les filles elles sont moins présentes dans les entreprises. Je sais que les entreprises ont besoin de parité, elles ont besoin et des femmes et des hommes, elles ont besoin de complémentarité pour qu'il y ait un équilibre. Et donc, j'ai pas peur pour les futures femmes ingénieures. Pour finir, j'encourage toutes les filles ingénieures à oser, foncer et ne pas se laisser déstabiliser et dominer par les hommes et surtout pas par les femmes misogynes. Au lycée, j'ai fait une SSVT. Après, j'ai fait une prépa. Maintenant, je suis à l'INSA CBL, du coup une école d'ingénieur. Et du sexisme, est-ce que j'ai ressenti du sexisme et des freins vis-à-vis du fait d'être ingénieur au lycée un petit peu, c'était des remarques parce que la PT et la PTS6, c'est une prépa qui est assez masculine. On me l'a fait remarquer de la part de plusieurs profs. Et puis après, on me dit, bon, c'est pas parce que je suis une fille que ça va m'empêcher de quoi que ce soit. Et après, quand j'étais en prépa, on était 3 filles. Pour une proportion de 45. Le sexisme, je dirais que c'était plus en première année dans le sens où il y avait des remarques, mais certains qui étaient parfois assez déplacées. Et de la part des profs, il n'y avait pas réellement de différence qui était faite. Et après, quand on est arrivé à l'INSA, j'ai ressenti vraiment le fait que filles et garçons étaient beaucoup plus égaux que ce que j'avais pu ressentir en prépa. Au niveau de l'entreprise, etc., je ressens le fait qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes et qu'on nous la projette aussi un petit peu
parce qu'on dit souvent qu'une femme, du coup, elle doit être plus avec sa famille, etc. Et du coup, déjà, on projette l'idée de la famille sur une femme. Et il y a aussi l'idée voilà, des postes de décision occupés par une femme. C'est difficile de se projeter et je trouve que c'est difficile aussi de se dire qu'on va arriver en tant que jeune femme ingénieure. Comme on est amené à travailler souvent avec des ouvriers, des techniciens qui sont, du moins dans le milieu scientifique, encore très masculins. Et le fait de travailler avec ces personnes-là, je me dis des fois ça peut être un frein. C'est pas parce qu'il y a du sexisme et c'est pas parce qu'il y a des différences de salaire ou quoi que ça m'empêchera de faire ce que j'aime et de poursuivre la carrière que j'ai envie d'avoir, quoi. Après, je pense que c'est aussi à nous, en tant que femmes, au fur et à mesure de s'immiscer dans ces milieux où il y a peu de femmes, de montrer qu'on est là, de montrer qu'on est performante et d'essayer de faire évoluer les choses par différents moyens. On parle des salaires, mais il y a aussi le harcèlement sexuel. Pour moi, ça, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas normal, qui doit être dénoncé. Et c'est vrai que je sais que c'est assez compliqué pour une femme d'aller dénoncer ça dans la mesure où, après, beaucoup de femmes qui le dénoncent perdent leur travail. Je pense que c'est aussi une question d'éducation vis-à-vis que ce soit des jeunes, des enfants ou de la hiérarchie. Je dirais que ma famille, quand j'ai dit que je voulais être ingénieure, c'est vrai que ça n'a jamais posé de problème parce que c'est un domaine scientifique, loin de là. Qu'est-ce qu'on dirait à une fille qui voudrait se lancer là-dedans ? Ouais, je dirais de foncer, c'est tout. Ouais. Il y a un moment, il faut relativiser aussi. On est au XXIe siècle, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits vis-à-vis des femmes. Et je pense que ça sert à rien de dénoncer les problèmes si on n'agit pas. Si une fille comme ça a vraiment envie d'être ingénieure, je sais pas quoi, et qu'elle se freine parce qu'elle a peur des remarques sexistes et parce qu'elle se dit je suis une femme, etc., c'est pas logique. Si toutes les filles se freinent tout le temps par rapport à ça, il n'y aura pas d'évolution. Donc il faut qu'il y ait des personnes il faut qu'il y ait des filles qui initient ça, il faut qu'il y ait des filles qui se lancent dans ce genre de domaine, il faut qu'il y ait des filles qui y croient, et il faut qu'il y ait des filles qui le défendent. Il faut croire en soi et y aller, quoi. Il n'y a pas de question en fait. Il faut y aller et il faut se dire, peu importe, même si c'est minime, même si c'est un grain de sable, moi en m'engageant dans cette carrière d'ingénieur, c'est une femme de plus, éduquer du coup les populations et les hommes. Et les femmes aussi qui pourraient être freinées ou qui pourraient accepter ce genre de remarques en se disant que c'est normal. Je pense qu'éduquer, c'est la solution dans tous les cas. Bonjour, je suis Trang, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en 4e année à l'INSA Centre Val-de-Loire. Je suis vietnamienne. Au lycée, je suis en formation de 3 ans au lycée Quốc Hồng. Et c'est une formation concentrée de physique. Et du coup, dans cette classe, on n'a que 8 filles sur 40 personnes. Et du coup, au Vietnam, les gens pensent que les filles peuvent suivre que les formations d'économie ou éducation. Et dans les formations d'informatique ou industrielle, il n'y a pas beaucoup de filles qui suivent. Parce qu'ils ont besoin de beaucoup de force et les caractéristiques physiques. Donc, mes parents n'aiment pas monsieur en formation d'ingénieur, mais parce que j'aime bien les matières sciences comme maths, physique ou chimie. Donc, j'aime bien suivre en formation comme ingénieur industriel ou ingénieur informatique, ce que je vais suivre à l'avenir. Dans la classe préparatoire, je suis en classe avec 10 personnes, 2 filles et 8 garçons. Est-ce qu'à l'INSA, on t'a déjà fait des remarques sexistes? Non, pas à l'INSA. Bonjour, je m'appelle Simon. Bonjour, Quentin. Je suis actuellement en école d'ingénieur suite à une classe préparatoire. Et j'ai fait le même parcours que Simon, une classe prépa PT et maintenant en 4e année d'école d'ingénieur. Moi personnellement, j'ai jamais été confronté à des cas de sexisme dans le cadre de mes études. Après, ce qu'on peut noter par rapport à une différence homme-femme, ce serait le fait qu'il y ait très peu de femmes dans le milieu scientifique. Donc moi, de même comme Quentin, le sexisme s'exprimait surtout par le fait de la différence homme-femme dans les classes. Ça se confirme aussi en école d'ingénieur ou sur
Par exemple, cette année, sur une classe de 50 personnes, il doit environ avoir Une quinzaine de une filles. quinzaine de filles. Voilà. Ça peut s'exprimer aussi par des blagues. Ouais, des blagues un peu lourdes. Ouais, des remarques déplacées, vu que c'est quand même à la base un milieu d'hommes. C'est vrai que quand on voit une fille arriver, elle a souvent des remarques et elle doit souvent faire plus de choses pour gagner sa place auprès de ses camarades. Alors ça m'est arrivé la première année de ma PTSI avec un camarade. Il y avait une fille qui suivait beaucoup de remarques, donc on est allé la voir pour lui dire que si elle voulait parler. Parce que globalement, là actuellement, il y a moins de filles que d'hommes. Mais après, cette proportion peut être amenée à augmenter. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Parce qu'après, dans le monde professionnel, il y a moins de femmes que d'hommes finalement pour des gros postes. Ça peut être amené à changer. C'est bien quoi. Ouais, puis moi je pense qu'il y a déjà des établissements qui essayent de changer ça. Si je reprends mon cas de mon lycée qui était à la base un lycée technique et il y avait principalement 95% d'hommes, ils avaient mis beaucoup d'actions, ils avaient mis en place beaucoup d'actions afin de changer cette politique. Donc je pense que ça commence aussi à ces étages-là, afin de sensibiliser les filles aux sciences. Ah mais vu que les entreprises, je voulais dire, avec les entreprises essaient de plus en plus de mettre ça, ça sera moins vu comme on essaie de changer, mais ça sera plus normal quoi. Une société mixte finalement devrait évoluer. La vision aussi un peu féminin peut aussi apporter des choses. Moi pour ma part, je suis vachement basé sur je respecte vachement la hiérarchie on va dire. Donc que ce soit un homme ou une femme. Non, moi j'aurais pas de souci particulier à avoir une femme comme supérieure. Parce que a priori si elle est à sa place, c'est que elle a des raisons d'y être. Et il n'y a pas à discuter là-dessus finalement. Il faut travailler dans le respect. Et je pense qu'une fois qu'il y a le respect qui est établi, il n'y a aucun souci avec ça. Pour moi, oui, tout à fait, une femme peut être PDG. Hein. Pour moi aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de stigmates qui fait qu'on pourrait penser que non. Je pense que du fait justement de ces stigmates, les femmes peut-être n'osent pas postuler pour des postes comme ça. Après, je pense que ça dépend des philosophies de l'entreprise, hein, la politique qu'ils veulent mettre en place. Je sais qu'il y a des entreprises qui essaient justement au maximum de diversifier ça. Après, parce que les femmes se limitent elles-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de diplôme égal, il n'y a pas de raison qu'une femme doive montrer plus qu'un homme, plus de potentiel qu'un homme pour les mêmes postes. Quoi. Au vu des quelques stages que j'ai réalisés, on se rend compte qu'il y a certains postes que certaines femmes ne peuvent pas atteindre aussi facilement que les hommes pourraient. Et que oui, globalement, les femmes doivent plus se battre pour atteindre ces objectifs-là. C'est aussi aux femmes d'essayer de franchir et de casser ce plafond pour se donner les moyens de réussir. Même si forcément elles devront mettre plus d'énergie à l'atteindre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Simon. Je vois pas en quoi finalement ce sera un problème d'avoir sa conjointe qui gagne plus que soi. Aussi. Donc que ce soit elle qui m'aide ou moi qui essaie de la pousser, il n'y a aucun souci avec ça. Et si ça doit être le cas, j'ai envie de dire tant mieux pour elle aussi, parce qu'elle aura prouvé que le plafond de verre existe ou non hein, finalement. C'est vrai que finalement c'est ce qui est dans les mœurs, c'est que ce soit la femme qui arrête de travailler. Après effectivement c'est absolument pas égalitaire. Sous prétexte d'avoir un enfant, la femme qui arrête de travailler, et pas l'homme. C'est vrai que normalement ça devrait être amené à changer aussi. Et une répartition égale, comme le rôle de l'homme dans la famille par exemple. Ça tend vers une certaine égalité aussi, le rôle de l'homme à la maison par exemple. Après pour ma part, comme l'a dit Quentin, c'est une question de mœurs aussi. Après c'est une question de vision familiale aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui la notion de chef de famille n'existe plus trop, donc que ce soit la femme qui décide d'arrêter son travail pour s'occuper des enfants, c'est une décision à deux finalement, le soutien des parents qui est important et la vision des choses. J'ai une petite sœur qui au début pensait pas faire une classe préparatoire et intégrer une école d'ingénieur, et du fait qu'elle ait deux frères aînés, qu'on lui a montré que c'était possible aussi et que derrière un soutien familial, je pense que ça c'est important aussi. Après si c'est une famille justement qui est un peu qui a des mœurs anciens qui sont ancrés, je pense que ça doit être en plus de ce qui est du sexisme qui
qu'elle subit tous les jours, si en plus dans sa famille il n'y a aucun soutien, je pense que c'est d'autant plus difficile pour elle de s'épanouir dans ce qu'elle fait et dans la voie qu'elle veut choisir. Les filles, j'essaierai quand même de me battre un peu contre ça, contre toutes ces réflexions et tous ces comportements qui finalement ont besoin de changer. Il y a un moment, il faut évoluer finalement. Et enfin voilà, on est dans un monde à deux sexes et c'est pas normal finalement qu'il y ait un sexe qui soit totalement totalitaire par rapport à l'autre. Il faut pas se laisser freiner par la société et faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Et voilà. Puis ouais, voilà, si tu as envie que les choses changent, c'est à toi aussi de mettre ta pierre à l'édifice. Et il faut savoir qu'il y a d'autres filles avant toi qui ont subi par exemple des cas de sexisme et qui ont quand même réussi. Donc tout est possible et si tu as l'envie et la volonté, tu réussiras. Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 39 ans. J'ai fait des études en école de commerce et en communication. Mon projet, quand j'ai démarré mes études, c'était de devenir soit directrice communication, soit directrice d'une agence de pub, soit d'être entrepreneur et d'avoir ma propre entreprise. Alors, le métier dont je rêvais quand j'étais enfant, je rêvais de sauver les animaux et de sauver la nature. Je pense que j'ai fait partie de cette génération qui a été traumatisée par Bambi. Et voilà, donc d'où mes envies de protection. Mais plus sérieusement, ce que j'en ai gardé, c'est mon envie d'aider les autres à mieux se comprendre pour mieux coexister. Alors, est-ce que j'ai rencontré des difficultés pendant mon parcours scolaire? Franchement, non. Parce que tout d'abord, j'ai choisi une filière, donc l'école de commerce, où les filles étaient fortement représentées. Et dans mon entourage, j'ai pas souvenir d'amis à moi, que ce soit en médecine ou en ingénieur, qui ait connu ce genre de problème. Au Maroc, le taux de féminisation au niveau de l'enseignement supérieur est très élevé, parmi les plus hautes dans le monde arabe. Est-ce que mes proches m'ont mis la pression pour orienter ma carrière? Alors là, pas du tout. C'était même le contraire. J'étais soutenue, que ce soit mon frère ou moi-même, on a été soutenus à 100% par nos parents pour le choix de notre carrière. Je me souviens que ma mère me disait fais tes choix, mais après sois prête à les assumer. Donc le seul engagement qu'ils attendaient de nous en retour, c'était notre sérieux et le fait de ne jamais baisser les bras. Alors comment est-ce que je fais pour garder l'équilibre vie privée, vie professionnelle? Très 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 difficile. Moi j'ai toujours travaillé dans le secteur privé et j'ai jamais compté mes heures. J'ai toujours beaucoup travaillé, tellement que je ne voyais même pas ma famille qui habitait pourtant quelques étages plus bas. Chaque année, c'était la même chose. Je me promettais de refaire du sport, je m'inscrivais en salle de sport et pareil, je n'y allais pas alors que c'était quelques étages plus bas. Donc voilà, et encore ça, c'était quand j'étais célibataire. Moi, j'étais vraiment traumatisée quand je travaillais en entreprise, par mes collègues femmes qui étaient déjà mariées avec des enfants et elles étaient obligées de s'appuyer sur une armée de personnes. Il fallait le chauffeur, la nounou, alors que c'était même pas des personnes qui avaient des salaires qui pouvaient justifier ça. C'était même plus du luxe. J'ai eu la bonne idée de me faire accompagner par un coach et ça a été vraiment salvateur parce que du coup j'ai pu poursuivre une très belle carrière dans cette entreprise. Et en même temps, ça m'a permis humainement de reprendre le dessus et de ne pas tomber dans la victimisation et tous les problèmes qui vont avec. Alors, lors de mes entretiens d'embauche, est-ce qu'on m'a posé des questions sexistes? Non, à aucun moment. Il faut dire qu'en général, je gère mes entretiens. Je suis assez directive. Donc il y a une seule fois où je me suis sentie mal à l'aise avec une personne
qui ne m'a jamais posé de questions, mais c'était plus son attitude qui m'avait fait me sentir mal à l'aise, mais j'étais restée très professionnelle et donc voilà, ça s'était arrêté là. Alors, est-ce que la femme peut être PDG? Oui, complètement. Je veux dire, au Maroc, on a un certain nombre de femmes d'affaires aguerries. Salwa Arnouch, la patronne de Aqua, Myriam Ben Salah, la patronne des patrons, c'est-à-dire la patronne du MEDEF marocain. On a également Rita Znebor, la patronne de Diana Holding. Enfin, il y en a un certain nombre. Maintenant, le truc, c'est que ce sont des groupes privés, soit familiaux. Or, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de PDG de grosses entreprises multinationales qui soient femmes. En tout cas, à part Samia Bouchal, qui a été PDG de Coca-Cola Maroc, il n'y en a pas on n'a pas voilà, de femmes qui ressortent dans des environnements voilà, comme multinationales. Et c'est dommage. Alors, la différence de salaire, pour moi, c'est juste scandaleux et surtout injustifié. On abat absolument la même quantité de travail et normalement, c'est chaque travail qui mérite salaire et non pas chaque genre ou chaque sexe qui mérite salaire. Surtout quand on sait, par exemple, qu'au Maroc, et en général dans les pays sous-développés, c'est la femme, le plus souvent, ce sont les femmes qui sont les chefs de famille et donc qui sont les premiers pourvoyeurs de revenus. Donc ça me fait penser qu'on a la double peine, c'est-à-dire pour le même travail, on gagne moins d'argent, mais en plus de ça, une fois qu'on rentre à la maison, eh ben, ce sont que les femmes qui doivent s'occuper de la maison. L'homme, lui, se repose. Et donc, c'est vraiment inadmissible. Alors, si j'ai un message pour les jeunes femmes, ce sera celui de ne pas choisir la facilité. C'est très difficile, on se sent souvent seul, mais ça finit par payer. Pas tout de suite, mais ça finit par payer. Et surtout, ne soyez jamais des victimes de votre vie. On perd des batailles, on en gagne d'autres, on essuie des échecs, mais tant qu'on a du souffle, c'est jamais terminé. Donc, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours être ambitieuse, ne jamais arrêter d'apprendre et se dire qu'on apprend tous les jours. Mais ce qui vous permet surtout d'imposer votre choix et vos choix et votre style, c'est votre indépendance financière. Et c'est pour ça que le travail en tant que soi est hautement stratégique pour la femme. Je pense que la plus grande victoire de la femme, c'est qu'elle puisse prendre en main son destin. Est-ce que la société marocaine laisse l'opportunité à la femme d'être PDG? Franchement, la société marocaine se fiche complètement de savoir si la femme est PDG, pour la simple raison que tout ce qui l'importe, c'est de savoir si vous êtes marié. Donc je peux vous dire que moi, on ne m'a jamais bloqué dans ma carrière, mais la société m'a fait ressentir que tant que je n'étais pas mariée, que je n'étais pas installée, je n'étais pas accomplie en tant que femme et ça me révoltait terriblement. Alors ça m'a donné l'envie de prouver qu'on peut exister et être épanouie sans rentrer dans le moule. Je me suis beaucoup battue contre la pression et je me suis souvent sentie seule, mais j'ai jamais choisi la facilité. Et puis un jour, tout a pris un sens quand ma petite cousine m'a dit très naturellement que j'étais un modèle pour elle et ses copines, parce que mon attitude et ma combativité les avait libérées. Donc il n'y avait pas qu'une seule voie, c'est-à-dire d'avoir à 20 ans, de poursuivre ses études, mais en même temps de se marier éventuellement, puis de continuer qu'à un cas an, mais après avec les enfants qui venaient qui rendaient plus difficile la carrière. Donc désormais, elles avaient le choix, et elles avaient le choix de faire leur propre choix. Et ça, pour moi, ça a été une vraie victoire. Alors, la tenue vestimentaire, oui, c'est une vraie question. Moi, je dirais, la tenue vestimentaire, c'est plus, en tout cas pour moi, c'était une sorte de tenue de combat. En général, je venais un peu comme chaque matin en fonction de l'humeur du jour, en fonction de la météo. Mais les jours où j'avais des choses importantes à traiter, des grosses réunions, des grosses négociations, oui, je prenais vraiment le temps de bien me préparer, parce qu'en me préparant bien, en ayant confiance en mettant des choses qui me mettaient en valeur,
quelque part, ça dopait ma confiance en moi et ma combativité. Alors, les congés paternité. Au Maroc, on a 3 jours de congé paternité. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, en concernant le harcèlement sexuel au moral, alors pour le harcèlement sexuel, non, j'ai jamais subi de harcèlement sexuel, mais il faut dire qu'au Maroc, la justice ne plaisante absolument pas avec les relations sexuelles hors mariage. C'est vraiment un tabou, c'est-à-dire à moins d'avoir on va dire un levier puissant par rapport à la collaboratrice en question, qui de préférence, il vaut mieux qu'elle connaisse pas ses droits, sinon c'est un ticket gagnant pour la prison. Par contre, le harcèlement moral, oui, je l'ai subi, ça a été assez violent. Ceci dit, l'entreprise où j'étais pas la seule dans ce cas, c'était un petit peu les dommages collatéraux liés on va dire aux prises de tête entre les différents membres du COMEX. Ça m'a beaucoup affectée car quand on est jeune, quand j'étais jeune, et l'école ne nous apprenait pas on va dire, à faire face à ce genre de situation. Alors durant mon parcours scolaire, quand j'y pense, je me sens chanceuse parce que j'ai eu la chance justement d'intégrer l'une des grandes écoles nationales ici au Maroc. Et franchement, je n'ai jamais eu de contraintes, ni de difficultés, en tout cas qui sont en relation avec le sexe. Alors le fait que la maman ait un droit de rester avec le bébé, de profiter de l'opportunité de vivre avec ce bébé ses premiers jours, ses premiers mois, c'est bien, sauf que j'aurais aimé justement que même le père partage cette très belle expérience avec la maman. Et je ne comprends pas, franchement je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas justement un congé de paternité. Les deux parents ont le droit de rester, de passer du temps avec leur nouveau-né. C'est dommage que le père n'a pas cette occasion. Alors pour ne pas vous mentir, je ne me rappelle pas justement du métier de mon rêve. Je n'ai pas ce souvenir d'un prof qui pose la question, qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand? Alors moi, je n'ai pas ce souvenir, sincèrement. Mais je peux dire que maintenant, comme j'ai dit, je suis doctorante et je vise l'enseignement supérieur. Je donne aussi des cours en parallèle, donc en vacation. Je suis très satisfaite de ma prestation. Je suis très satisfaite d'avoir intégré ce domaine de la formation et l'enseignement parce que justement, ça me donne l'opportunité de rester à jour, de partager ma connaissance, mais surtout d'apprendre. Je suis toujours en contact avec les jeunes, chose qui me nourrit énormément. Voilà. Donc avant d'entamer mon doctorat, j'ai occupé le poste d'acheteur dans une multinationale de câblage. Mais avant de décrocher ce poste-là, j'avais énormément de difficultés à trouver un poste dans mon domaine, qui est en relation avec mon domaine, à savoir le commerce international. Et c'est dû justement au fait que je sois une fille. Parce qu'on demandait en général des garçons qui sont disponibles et qui sont capables de travailler sous la pression, avec des conditions que peut-être la femme n'aurait pas acceptées. Donc c'est ce qu'on suppose. Après, on ne demande pas. Donc si vous n'arrivez pas à ce stade de l'entretien d'embauche, vous n'avez pas l'occasion de répondre à ces questions, de dire que oui, je suis capable de travailler dans ces conditions, je suis disponible, je suis à votre écoute, j'ai envie de travailler parce que j'ai choisi ce domaine. Mais en général, on n'a pas cette occasion justement de s'exprimer. Et donc du coup, on n'y arrive pas. Donc maintenant, j'ai choisi d'être
Alors, je suis guadeloupéenne et j'étudie en région parisienne en ce moment, donc je suis à l'UT de Cachan, en DUT génie mécanique et productique, après avoir fait un an de prépa maths sup en Guadeloupe. J'ai vraiment ressenti que c'était les garçons et puis les filles. D'abord les garçons et ensuite les filles. C'est-à-dire que les garçons étaient supposés plus capables, même si on a prouvé que les têtes de promo de ma classe étaient des filles, mais que c'était toujours implicite que les garçons étaient plus capables que les filles. Maintenant, arrivé en DUT, je le sens moins, mais je le sens quand même. C'est-à-dire que j'ai des profs, par exemple, qui disent mais les filles, vous devez savoir ça. Ah, peut-être les filles, elles savent pas ça. Parce qu'on étudie des moteurs, on travaille sur des moteurs. Les garçons, vous devez savoir ça. Peut-être que les filles ne le savent pas. Ah, mais les garçons, vous devez le savoir. Du coup, ça... il y a vraiment un écart, en fait. On sent vraiment la différence homme-femme. Alors, je pense qu'il y a en effet une très grande disparité homme-femme dans le monde de l'emploi. Et c'est un fait. Le nombre de femmes ingénieurs est vraiment moindre comparé au nombre d'hommes ingénieurs. Et je ne parle même pas des salaires. Non seulement ça, mais l'étape du recrutement aussi est assez sexiste. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, il y a cette idée reçue que les hommes seraient plus capables, et dans le monde de l'ingénierie évidemment. Et puis il y a aussi le fait que, en tant que femme, on puisse avoir des enfants, et que évidemment élever l'enfant, ça prendrait le pied sur l'emploi, etc. Donc tout ça, c'est tant de choses qui font que nous, femmes, partons avec un grand désavantage. Si bien que certains de nos profs nous incitent à mentir sur notre situation afin de ne pas être injustement handicapés par notre sexe. Et très honnêtement, je trouve qu'au XXIe siècle, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors je leur dirais de ne vraiment pas hésiter à y aller, de foncer, de ne pas réfléchir, vraiment de foncer. Parce que être une femme dans le monde de l'ingénierie, c'est quelque chose d'unique, vraiment. Et donc, le fait d'être une femme, ça devrait pas vraiment pas être considéré comme une faiblesse, mais au contraire une force. Et ça devrait être une source de motivation pour vraiment dépasser tous les stéréotypes, toutes les idées reçues qu'il y a. Bonjour, j'ai 28 ans, donc je suis ingénieur dans l'automobile. Je suis originaire de la Guadeloupe et j'ai un cursus classique de classe préparatoire aux grandes écoles, suivi d'une école d'ingénieur. À la suite de ça, j'ai travaillé pendant quelques années et suite à 4 années dans le monde industriel, j'ai repris les études pour un an de formation complémentaire afin de compléter ma formation. Alors c'est difficile à dire parce qu'on s'en rend pas forcément compte, facilement, mais c'est vrai que pendant, les études, il arrivait que parfois on ait tendance à peut-être, cantonner les femmes dans le rôle de la personne qui écrit, les rapports, par exemple. C'est vrai que peut-être même que d'elles-mêmes, des fois, les femmes avaient tendance à, éviter, les aspects trop techniques, le laisser pour les gars, je sais pas exactement pourquoi et parfois nous, du côté des gars, on avait tendance à vouloir leur laisser, le côté, le côté rédaction, le côté des rédactions. Voilà. Lors de mes études, supérieures, en fait, il n'y a jamais eu vraiment beaucoup de filles dans mon cursus, ingénieur. En première année, il y avait, 8 filles pour, 90, étudiants et déjà dès la deuxième année, il y avait plus que 5 filles
pour un peu moins de 90 étudiants. Je pense qu'il est tout à fait possible pour une femme d'évoluer dans une entreprise, surtout en tant que cadre, j'ai envie de dire, parce que en général, les professions cadres sont pas forcément des professions où il faut avoir beaucoup de physique. Au niveau intellectuel, ça place la femme au même niveau que l'homme, j'ai envie de dire. Du coup, c'est tout à fait possible. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les opportunités sont pas forcément juste là et qu'il suffit de les prendre. Souvent, il faut se battre pour les avoir. Ça vaut aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Après, ça dépend, je pense, de chaque personnalité, mais je pense que c'est tout à fait possible. À titre d'exemple, ma précédente chef était une femme et elle se débrouillait très bien dans son job et elle était très bien respectée par tous par tous les autres collègues en dessous d'elle et au-dessus d'elle aussi. Alors je trouve que les femmes chefs et les hommes chefs ne fonctionnent pas de la même manière. Je ne sais pas si on peut faire une généralité parce que je n'ai eu qu'une seule fois comme chef une femme. Alors je ne sais pas du tout si c'est général. Des chefs hommes, j'en ai eu 2, 3. Et bon, ils étaient quand même déjà tous différents. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes au niveau en tant que chef. Alors, une petite anecdote par rapport à ma chef qui était une femme. Il est arrivé quelquefois que alors ma chef, elle était responsable d'une équipe uniquement composée d'hommes. La seule femme de l'équipe, c'était elle. Il est arrivé parfois qu'elle fasse des blagues un peu sexistes par rapport aux femmes. Et effectivement, ben, nous les autres hommes, on était assez gênés voilà que. Mais bon, comme c'était la chef qui fait la blague, voilà, personne ne dit rien. Je pense que dans le sens contraire, il y aurait eu un problème. Bah, je leur dirais de se renseigner, de parcourir les forums, d'aller aux journées portes ouvertes, afin de rencontrer des gens qui sont dans le domaine et de se faire leur propre idée de ce qu'est être ingénieur. D'après ce qu'on a vu, au Maroc, en Algérie et en Égypte, on constate que la situation de la femme arabe en entreprise est en progression continue. En effet, ayant tous ses droits, la femme touche le même salaire que l'homme pour le même poste. Certes, certains souffrent d'harcèlement, mais cela est présent partout dans le monde. On a remarqué aussi que les filles sont beaucoup plus présentes dans les classes scientifiques par rapport à la situation en France. L'inégalité filles-garçons en Guadeloupe est majoritairement liée à l'éducation. Donc il y a deux types d'éducation, une pour les filles, une pour les garçons. Les filles, elles sont plus élevées pour être de bons chefs de famille, pouvoir gérer un foyer, et les garçons sont élevés pour avoir une vie professionnelle prospère. Donc au niveau de l'emploi, ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Les garçons, on leur permet plus de foncer, de ne pas regarder, réfléchir aux conséquences, alors que la fille, elle réfléchit à 2 fois avant de faire quelque chose et ses propres parents tentent de la dissuader lorsqu'elle veut prendre une décision parce qu'elle est plus couvée, on tente plus de la protéger que le garçon. De plus, dans les mondes d'hommes, considérés comme d'hommes, il y a aussi la barrière de la langue parce que les garçons ne réagissent pas pareil lorsqu'il y a une fille qui passe à proximité, lorsqu'il y a une fille qui est dans le groupe.
et ça se fait ressentir. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des domaines comme dans le BTP ou les domaines des postes de forte décision, il y a la barrière du langage. Les garçons ont tendance à plus parler créole, à utiliser un langage plus brut, plus cash, et on ne se sent pas tellement invité à participer à leurs grandes discussions. Ensuite, il y a aussi une barrière sociale, c'est-à-dire qu'une fille, dans les consciences collectives, elle devrait rester à la maison et du moment où elle tente de faire des choses qui se rapporteraient au comportement d'un homme, elle se fait juger par la société. Et lorsqu'elle prend des initiatives, on l'observe beaucoup plus que si elle était un homme. Et au moindre faux pas, elle est jugée et puis on lui fait des remarques, des réflexions sur le fait que ce n'est pas fait pour les filles, ce qu'elle a tenté de faire. Au Vietnam, dans le domaine de l'ingénierie, on trouve seulement environ 15 ou 20% de femmes, car plusieurs femmes, normalement filles, pensent que ce type de travail est très dur et exige une grande connaissance scientifique dans les matières maths, physique ou chimie, où les exigeants une bonne santé ainsi que beaucoup de disponibilité, surtout dans l'informatique ou l'industrie. La plupart des familles vietnamiennes ne veulent pas que leurs filles travaillent dans des milieux masculins et veulent un travail stable et une vie de famille. Alors la proportion des filles dans les classes ingénieurs est faible et le rapport d'emploi des femmes n'est pas élevé. La plupart des entreprises ne veulent pas embaucher des employés femmes car c'est plus cher vu qu'il faut les payer en congé de maternité. Donc moi je vais traiter le cas de la France métropolitaine. Il faut savoir qu'en France métropolitaine, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, à savoir qu'il y a 66% des femmes qui travaillent aujourd'hui, contre 59% en 1990. Et si on compare leur salaire, le problème c'est qu'il y a une grosse différence, étant donné qu'il y a 24% de différence entre les deux sexes, selon les dernières données de l'INSEE. Et ces inégalités se répercutent aussi au niveau de leur montant de retraite, puisqu'on a une différence de 31% entre les deux sexes. Et on va essayer en fait d'expliquer dans cette partie ces écarts en fait qui subsistent tant au niveau du travail qu'au niveau des salaires. Donc déjà il faut savoir qu'elles travaillent moins. 2/3 des femmes ont un emploi en France et leur vie privée interfère beaucoup plus que la vie privée des hommes. Elles ont beaucoup plus à s'occuper de leur famille. Et c'est ça aussi qui génère des situations où elles sont beaucoup plus en temps partiel que leurs collègues masculins et où elles vont beaucoup plus être inactives que leurs collègues. Les femmes ne représentent que 39% des emplois de niveau cadre. C'est dû notamment à la société et au fait qu'on leur laisse beaucoup moins la place. Et une femme est aussi moins payée en tant que cadre. Elle occupe également beaucoup plus de postes d'employés et de moindres responsabilités. Et la mixité n'est pas vraiment tout le temps présente. On a plus de 70% des femmes qui occupent des postes d'employés. Et aussi un autre facteur qui peut être pénalisant, c'est que les femmes s'intéressent beaucoup plus au secteur tertiaire. 88% des femmes y travaillent. Pourtant, c'est le secteur où le revenu moyen est inférieur de 27,5% par rapport aux hommes. Et le temps partiel y est beaucoup plus fréquent dans ce secteur. Concernant les métiers peu qualifiés, et c'est une précarisation qu'on retrouve au niveau des contrats, puisque les femmes représentent une majorité de CDD. On se rend compte qu'elles sont en réalité victimes parfois de discrimination pure vis-à-vis de l'emploi. Il y a déjà la discrimination qui peut être effectuée du coup à l'embauche par les employeurs, la discrimination de la société, la pression que peut effectuer la société
par rapport au fait que la femme s'occupe beaucoup plus de sa famille et qu'il y ait cette idée-là qui soit ancrée. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi un frein que les femmes se créent, et elles peuvent faire preuve d'une forme d'autocensure par rapport à la famille ou par rapport au fait de dépasser hiérarchiquement leur conjoint, et que ça puisse être quelque chose qui puisse être mal vu. Et parfois elles s'en sentent pas capables, à tort. Et par exemple, on a une étude qui a été réalisée par Brigitte Laloupe, qui était auteure de Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes. La femme, en fait, elle va considérer qu'elle peut postuler à un emploi si elle correspond à 80% des critères demandés, là où un homme considère qu'il peut postuler s'il correspond à 25% des conditions seulement. Et savent moins se mettre en valeur, demander une promotion, demander une négociation de leur salaire par rapport à un homme. Et on note aussi le contexte culturel en France, que ce soit au niveau du patriarcat, des études. On peut aussi noter les différences de la langue. On en a notamment parlé avec l'écriture inclusive. Il faut savoir qu'au niveau de la langue, ça peut notamment différencier. Plus la langue est genrée, plus les femmes ont tendance à être freinées. Ça a été prouvé par des études. Et aussi, on a une éducation qui est assez genrée. On encourage beaucoup plus les garçons à aller de l'avant et à diriger par rapport à une femme. C'est beaucoup plus ancré dans les mœurs et c'est beaucoup plus ancré dans la société actuelle française.